Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission Week Echo. Eh bien, depuis le 17 février dernier, les équipes nationales de sport anciennement connues sous le nom d'écureuils changent de surnom et deviennent les guépards pour les hommes et les amazones pour les dames. Un changement de nom qui suscite un débat passionné et enflammé auprès des amateurs du football. Cette polémique est-elle justifiée? Un changement de nom était-il opportun? Ce changement de nom peut-il être un catalyseur pour impacter les performances de nos joueurs? Autant de questionnements sur les enjeux et les implications dans le décryptage avec les confrères. Et depuis quelques jours, vous le savez, le Bénin est passé à la télévision numérique terrestre TNT. Sa mise en service va permettre aux populations de bénéficier d'une meilleure qualité d'image et de son, d'un bouquet plus large de chaînes de télévision et d'une meilleure couverture nationale. Mais on se questionne. Cette technologie va également induire des changements de plusieurs ordres, lesquels on va en parler dans le dossier de la semaine avec un expert en audiovisuel. Ainsi donc se dessine la trame de notre émission de ce jour. Tout de suite, on part à la rédaction pour le mini-journal. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal sur Week Echo. Radio Bénin fête ses 110 ans cette année. Le personnel en activité et les retraités veulent marquer d'un saut particulier cet anniversaire. En prélude, ils se sont retrouvés pour échanger sur les différentes activités qui vont meubler cette célébration. Stanislas Linkpon et Daniel Ada ont assisté à cette réunion préparatoire. Reportage. Face au directeur général de l'ORTB, des anciens de l'office, des aînés qui se mettent ensemble avec le personnel encore en activité. Ils discutent de l'organisation des 110 ans de Radio Bénin. L'initiative de la direction générale d'associer les anciens est une très bonne idée parce que on nous avait donné l'habitude de dire que la radio a de la mémoire. Donc on ne peut tisser la nouvelle corde qu'au bout de l'ancienne corde. Donc on a toujours besoin des idées des anciens, des aînés pour pouvoir mieux organiser. Parce qu'il y a des expériences qu'ils ont vécues. Ça veut dire que la radio, elle est vieille, elle a vécu, elle a évolué. Nous l'avons vue, nous l'avons laissée et ça va continuer. Ici, aucun détail n'échappe aux participants. Les activités au programme de la célébration et la part de responsabilité de chaque acteur impliqué dans l'organisation, tout est scruté. L'esquisse de programme tel que c'est présenté, je pense que c'est assez bien et ça va permettre aux auditeurs vraiment de se rendre compte un peu de ce qui se passe, le chemin qui est fait et puis les différents acteurs qui se sont succédés à la tête de l'office. Radio Bénin va être célébrée du 6 au 10 mars prochain. La période s'annonce festive avec les anciennes gloires de la radio. Le réseau social TikTok, presque tout le monde le connaît. C'est une plateforme qui vous permet d'avoir accès à des vidéos sur le fil de l'actualité. À la base, ce réseau a été créé pour connecter les jeunes de tous les continents. Malheureusement, de plus en plus, la jeunesse en fait un usage peu recommandable. Découverte donc de cet univers où tout semble permis dans le dossier Société Culture. C'est une réalisation de Rebecca Kenchanronde. Play Store ou App Store, puis entrée de mots TikTok. Et vous voilà de plein pied dans l'univers du réseau social chinois très en vogue. Là, tout y est exposé, les vices aussi. Adolescents, jeunes, adultes, toutes les tranches d'âge y sont représentées. Objectif commun pour la plupart, trouver des abonnés. Pour y arriver, certains choisissent l'humour,
D'autres ont leur petite idée, dévoiler les moindres détails de leur vie au quotidien. Salut les amis, comment allez-vous? Lui, c'est Emeric, mais sur TikTok, il se nomme Rico. Et grâce à ce filtre qui lui donne une apparence assez drôle, il arrive à amuser sa communauté digitale. Je suis beau comme ça. Étudiant en anglais, Rico a préféré troquer ses polycopies avec sa passion d'humoriste. J'ai commencé d'abord avec les challenges, les petits challenges que les gens font. Avec le temps, j'ai commencé par avoir soif des j'aime. Et cette soif de like va finir par payer. Aujourd'hui, le jeune TikToker cumule plus de 2 millions de likes et a dans son escarcelle 130 000 abonnés. Mais Rico n'est pas le seul TikToker béninois à avoir captivé notre attention. Dans cette maison, j'ai rendez-vous avec une jeune dame, Jessica Glele, vit ici avec ses 2 filles. En 2017, elle découvre le réseau social TikTok. Je chantais pour ma fille, mais juste, je voulais qu'elle soit sur les réseaux sociaux comme les autres enfants mignonnes que je vois et tout. Et c'est de là que tout le monde savait qu'elle s'appelait Dilara et que c'est d'elle que je parlais dans la chanson. Mais très vite, elle surfe sur la visibilité de sa fille pour changer de contenu. Clash, insultes, exposition de la vie privée des autres, bad buzz. Conséquence, elle est interpellée par la justice et a aujourd'hui à son actif 2 arrestations. Mais rien n'émousse les ardeurs de la TikTokeuse. Ses contenus restent inchangés. Je ne changerai jamais pour personne. À cette ère de la technologie et du digital, les jeunes restent convaincus qu'il faut utiliser ces plateformes pour s'inventer une vie, l'exposer et parfois exhiber leur nudité afin de donner une dimension exponentielle à leur visibilité. Pourtant, d'autres moyens existent pour monétiser autrement ces contenus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous allez sur YouTube, vous avez les informations. Comment utiliser TikTok pour se faire de l'argent. Tu développes une thématique, d'accord ? Et tu orientes ta réflexion, ton analyse dans ce sens-là. C'est de trouver des solutions adéquates, pertinentes, qui font en sorte que, hors réseaux sociaux, la personne reflète les valeurs qu'on attend d'un individu qui veut s'insérer, qui veut travailler à l'évolution de la société. Visibilité au péril de la dignité et des valeurs sociétales. Le jeu en vaut-il la chandelle ? Ces jeunes ont sans doute fait leur choix. La jeunesse est une étape passagère de la vie, mais Internet, lui, a de la mémoire. Résultat d'un divorce, d'un célibat, d'un veuvage ou d'une grossesse non désirée, les familles monoparentales s'observent de plus en plus. Au Bénin, le phénomène n'est pas accepté de tous. Mais est-ce facile de se retrouver dans la peau de membres d'une famille monoparentale? Quel est le regard que la société porte sur ces familles et comment arrive-t-elle à se défendre face aux nombreuses stigmatisations? Suivant ce reportage de Machel Guetoro et Donatien Falola. Vivre sans conjoint ou conjointe avec des enfants à charge n'est pas chose aisée. Au Bénin, la tradition accorde un point d'honneur à la vie de couple. La famille monoparentale étant perçue comme un échec. Par essence, cette société-là que nous avons ne veut pas d'une femme solitaire avec ses enfants ou d'une femme qui n'a pas connu la vie de couple ou d'un homme qui est tout seul. On craint d'abord l'infidélité, on craint cette impudicité grandissante. Et donc, si une société par essence comme ça rejette la monoparentalité, c'est tout normal qu'elle n'accepte pas que le phénomène tel que nous le voyons aujourd'hui ne puisse pas être bien vu. Moi, je connais un couple, ça fait déjà 17 ans. L'homme a sa femme, mais il a comme amant ou copine, mais ils ont fait 3 enfants. Elle a accepté vivre avec ses enfants et avoir son mari loin. La famille monoparentale aujourd'hui, bien vue ou bien mal vue par la société, ça dépend de quelle conception chacun a là-dessus. Aujourd'hui, les mentalités ont évolué et la société semble accepter le phénomène. La famille monoparentale, il y a quelques années en arrière, n'était pas bien vue. Parce que souvent, on remarquait quoi? C'est le
papa qui laisse les enfants à la maman. Et donc, du coup, la société se dit, mais cette femme-là, si elle est seule avec des enfants, c'est qu'elle n'est pas une femme de bonne vie. Donc, on la stigmatise, on lui affiche des étiquettes qu'elle n'a peut-être pas, qu'elle n'a souvent pas. Mais aujourd'hui, il y a même des femmes qui se disent, je vais juste faire un enfant et élever seule mon enfant. Que les femmes arrivent à dire ça, c'est que le regard de la société a évolué. On arrive à avoir vraiment de la compassion quand on voit une femme seule éduquer ses enfants. Mais ce nouveau regard n'atténue pas les difficultés liées à la gestion d'une famille monoparentale. Elle a beaucoup de concessions à faire. Elle a beaucoup il y a des libertés qu'elle ne peut pas s'offrir parce que ses enfants sont là. Elle a seule la charge de les éduquer. Financièrement, elle a des difficultés parce qu'il faut assurer l'éducation de tous ces enfants-là. Et même moralement, elle a des difficultés parce que c'est vrai, la société a évolué, mais il y a certains qui ne voient toujours pas d'un bon œil. Non seulement à cause de la stigmatisation, mais aussi à cause de la réflexion, des soucis, des ennuis qu'elles peuvent avoir. Elles peuvent se crisper, se camper sur leur position. Donc moi, je pense qu'il doit y avoir la mesure clinique, thérapeutique, sociologique, psychologique, la mesure de tous ordres pour les traiter. Il est nécessaire que les centres de promotion sociale pense davantage à offrir des conditions favorables pour les familles monoparentales, cela pour le bien des enfants. Ce sera tout pour le mini-journal. Ne zappez surtout pas. Wikeko se poursuit avec Ulvaïs Balogun. Merci à vous, Nadège Omolade, sans transition. À présent, la revue de presse économique. Bienvenue à tous sur la revue de presse Wikeko. Le Bénin a sollicité récemment une mission conjointe du Fonds monétaire international afin d'établir un diagnostic de sa gouvernance. Le journal Les Pharaons nous apprend que dans un nouveau rapport technique du FMI, les progrès et les défis de la gouvernance au Bénin sont passés au peigne fin. Le matinal de souligner que le rapport établit des points positifs et que le Bénin est sur la bonne voie en matière de gouvernance. L'économiste d'ajouter que le FMI approuve la gouvernance du Bénin et salue le renforcement de l'état de droit à travers la création du tribunal de commerce et le développement des e-procédures. Et pour garder le cap de ces efforts salutaires, la nation revient sur les recommandations faites par l'institution de Bretton Woods. Il s'agit notamment de l'amélioration de la gestion du risque fiscal et douanier, une plus grande vigilance sur les opérations douanières à forte probabilité de fraude et de collusion et la mise en place d'une stratégie intégrée pour la normalisation des échanges de marchandises avec le Nigeria. Et l'un des fruits de cette gouvernance est le choix porté sur le Bénin pour bénéficier du projet numérique de renforcement de la résilience des systèmes alimentaires. La nation en parle et précise que le projet triennal va développer une infrastructure numérique innovante et intégrée pour soutenir la planification et la prise de décision dans tous les segments de la chaîne de valeur des systèmes alimentaires. Et dans la dynamique du renforcement des ressources financières issues de la chaîne des valeurs, l'économiste affirme que les recettes de l'État se sont accrues de 12,6% en 2022. Selon la note d'information du ministère de l'Économie et des Finances, les recettes de l'État se sont inscrites globalement en hausse sur la période 2015-2022, en lien entre autres avec la hausse des dépenses de transfert et d'équipement du fait d'une part de la mise en œuvre des mesures de riposte à la pandémie de la Covid-19 et des mesures de soutien du gouvernement à la population face à la cherté de la vie et d'autre part du vaste programme de construction d'infrastructures socio-économiques prévu au titre du programme d'action du gouvernement 2016-2021. Ainsi se referme cette revue de presse. Wikeko se poursuit en plateau. Je l'annonçais en titre, les équipes nationales du Bénin ne s'appelleront plus les écureuils. Désormais, ce sera les Amazones pour les dames et les guépards pour les hommes. Ces nouvelles appellations reflètent-elles les ambitions du sport béninois? On décrypte.
En plateau avec moi, 2 journalistes sportifs, analystes de la chose sportive au Bénin. Blaise Adampo, bonjour. Bonjour Uvaïs Balogun, bonjour à toutes et à tous. À côté de Blaise, Mémo Couton. Mémo, bonjour. Bonjour Uvaïs, bonjour Blaise, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, chers amis sportifs, vous avez suivi cette information-là relative au changement de nom. Et c'est d'ailleurs votre média Eketi Info, Mémo, qui a fuité l'information et désormais les guépards du Bénin ainsi que les Amazones du Bénin. Votre appréciation? Oh, en tant que sportif, mon appréciation, est-ce que ça compte encore? Parce que je ne suis pas décideur. Je ne suis pas décideur, je ne peux que dire on va s'adapter aux nouvelles appellations et puis on va continuer, puisqu'on a utilisé écureuil pendant quand même près de 50 ans. Hein, et puis donc, mais dans les commentaires, dans nos reportages, ça arrive toujours le lapsus. Donc, on prendra encore beaucoup de temps pour s'adapter. Mais je pense que ça va arriver. Et pour le moment, c'est tout ce que je peux faire comme commentaire. Blaise Adampo, c'est vrai, Mémo le dit, on n'a pas encore pris l'habitude. Vous avez fait l'erreur justement durant la dernière compétition des guépards. Vous avez failli dire les écureuils. C'est assez fastidieux parce qu'on n'est pas habitué à tout de suite le changement de nom. C'est que ça a venu avec les habitudes parce que écureuil, depuis 1960 jusqu'en 2023, et bon, paf, on change aujourd'hui l'appellation. Et donc, petit à petit, ça va venir dans les habitudes, guépard, écureuil, Amazon. Alors, vous le disiez si bien, hein, le nom écureuil existait depuis longtemps, mais on sait également que le processus de changement de nom a quand même commencé également il y a un moment, depuis 2008, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est depuis 2008? Je ne sais pas, mais pour ce que je sais, je me rappelle, c'est au lendemain même de l'installation du comité exécutif de Mathurin de Chacus en 2018. C'est au lendemain de l'installation de ce comité qu'il y a eu un panel. On m'avait fait l'honneur de m'inviter à ce panel de réflexion. J'étais en compagnie quand même des gens comme les anciens, les aînés, les anciens directeurs de l'ORTB. Je parlais de Mouf Liadi, il y avait également Christian de Souza. On essayait quand on était un certain nombre. On m'avait fait l'honneur de m'inviter une agence que la FBF avait commis pour le travail. Et puis on avait déjà débattu du sujet. Donc c'était dans l'air du temps. Ils avaient déjà le projet et il y avait sûrement qui sont tombés également sur un document. Je vais dire un document puisque l'administration étant une continuité, ils sont quand même tombés sur un document qui était déjà envoyé par quelqu'un qui aujourd'hui est un tout petit peu en courroux, qui dit que c'était son projet. Vous voyez un peu, c'est un compatriote qui est du côté de l'Afrique du Sud qui a déjà envoyé le projet depuis 2017 par valise diplomatique au président de l'Assemblée nationale d'alors, Adrien Ngwedji, au ministre des Sports, au cabinet du président de la République, également en Jorin Mouchavou qui était président de la fédération. Donc je me suis peut-être dit que c'est dans ce ordre d'idée que la fédération de Mathurin de Chacus est tombée, a eu l'idée du changement de nom. Bon, c'est vrai que lui, il a proposé les redoutables guépards du Bénin. Après, aujourd'hui, on en est à utiliser les guépards du Bénin. Donc je pense que c'est une suite logique de ce que, en fait, la fédération est pensée à cela. Et également, bon, ils ont dit que il y avait beaucoup plus de raillerie autour du nom écureuil. Tout le monde disait que écureuil, ça ne foutait rien. Mais nous savons très bien que en réalité le nom ça ne compte pas. Quand même nous sommes, vous me permettez de chuter, nous sommes dans une culture où on dit que le nom a une pesanteur sur l'individu, mais dans le même temps nous avons quand même que les justes m'excusent, hein, des gens qui se prénomment justes mais qui sont tellement injustes. Il y a bien de parfaits. Il y a des richards qui sont pauvres, qui sont bien pauvres. Donc je pense que c'est relatif quoi, et ça dépend d'où est-ce que vous le sport, c'est de la science aujourd'hui et nous savons que ce n'est pas seulement de l'incantation, ce n'est pas seulement des projets, c'est beaucoup plus de l'application et sur la durée. On va revenir à l'application sur la durée. Restons sur le nom. Vous avez pu constater cette polémique qui est née quand même autour de ces noms-là qui ont été donnés à l'équipe. Est-ce que la polémique était-elle justifiée? Vous le disiez, Mémo, tantôt, que le nom ne fait pas tout.
Ouais, même si, mais Blaise, est-ce que cette polémique est justifiée? Est-ce qu'on avait besoin vraiment de changer de nom? Déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que voilà, le ministère des Sports prend la décision parce que c'est une seule fédération qui demande de changer de nom. Et les autres disciplines alors? On a comme l'impression que les autres fédérations n'ont pas été consultées. Les autres fédérations n'ont pas été consultées. La preuve, c'est que moi, j'ai eu la chance voilà, d'être avec certaines fédérations. Et pendant cette période, quand voilà, l'arrêté ministériel tombe, c'est qu'on se demande est-ce qu'il y a une concertation avec nous autres. Il n'y a pas eu de concertation. Il faut rappeler ça. Et bien sûr, dans l'arrêté, il faut bien voir ce qui est écrit en article 3, que le directeur du sport d'élite est chargé de la mise en application du présent arrêté de concert avec le comité olympique et l'ensemble des fédérations sportives nationales. Ça voudra dire que les autres fédérations n'ont pas été consultées. On leur impose carrément ça. Alors qu'il faudrait une concertation. On met en tête le football pour pouvoir donner le nom aux autres équipes, aux autres fédérations. Et donc, il y a déjà là un gros problème. La preuve, c'est qu'il y a des athlètes béninois qui s'appellent Écureuil et qui voilà, sont en demi-finale des championnats du monde d'athlétisme et qui vont remporter des médailles dans la sous-région. Est-ce que c'est parce qu'ils s'appelaient Serpents qu'ils ont remporté? On a pu voir également les écureuils boulistes. Également. Oui, et donc, ce n'est pas forcément le changement de nom. C'est l'organisation, c'est la mise en place des structures pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer les choses. Si vous voulez remporter bien représenter votre pays, il faut mettre en place des structures, il faut mettre en place un système pour que chaque année on puisse dire que dans le lot, il y a tel athlète, il y a tel sportif qui s'est distingué. Mais on fait tout le contraire. Et donc, pour moi, le changement de nom, si on change de nom et qu'on ne met pas en place tout ce qu'il faut, ça n'apporte rien. Ça n'apportera rien. On connaît les coqs, les bleus, notamment, les scorpions également. Pourtant... Non, en fait, la polémique, vous demandiez tantôt si elle a lieu d'être. Elle a lieu d'être peut-être parce que, il le disait tout à l'heure, mon frère Blaise. En fait, c'est un problème de procédure. Parce que tout le monde ne se sent pas concerné. Parce que ceux qui sont au niveau de la fédération des sports boules, ceux-là, ils vont se dire, mais chez nous, nous travaillons, nous sommes quand même vice-champions du monde. Et donc, je parlais de la procédure. En fait, c'est le processus qui est un peu... Tout le monde ne se sent pas concerné. Et quand c'est des choses qui concernent tout le monde, et tout le monde ne se sent pas concerné, c'est ça qui pose en réalité problème. Blaise parlait tantôt des fédérations. Moi, je vais plutôt parler des maires des fédérations, de la maire des fédérations, qu'est le comité olympique. Qui a été pris du coup. À qui c'est qu'on lui a coupé l'herbe sous le pied parce que le président Julien Minavoie a eu le temps de le dire, le changement de nom, il n'en est pas question, il a dit. Le comité olympique a été pris de coup, on lui a imposé pratiquement cela. Donc en fait, c'est ça qui gêne. Et après, autour de ça, la polémique naît encore du fait que on ne sent en réalité pas quelque chose. Quand vous prenez la fédération qui a quand même porté le projet et qui finalement s'est vue épaulée par le gouvernement, par son ministère de tutelle, c'est quand même la fédération de football. Et d'aucuns pensent qu'il y a tellement de moyens là que rien n'est en réalité fait, ou bien beaucoup de choses sont mal faites et que ces choses auraient été plus bien faites, qu'on aurait eu plus de résultats que de penser au changement de nom. Donc la polémique, elle est multiforme, elle vient de plusieurs endroits et elle est pratiquement justifiée selon moi. Alors au-delà de ce changement de nom qu'on a déjà consommé aujourd'hui, parce que les Amazones ont déjà joué, elles ont fait pied de figure, osons le dire. Les Guépards ont joué également. Des matchs de préparation. Oui, il y a des matchs de préparation, certes, mais on a vu les Guépards également, U20, jouer également dans des conditions, on a vu comment ils sont sortis de la compétition de la CAN. Alors aujourd'hui, sur quoi est-ce qu'il faut travailler? Je vais prendre un petit exemple. Allez. Vous savez, l'équipe U20 qui est du côté de l'Égypte aujourd'hui, alors... Qui revient de l'Égypte. Qui va revenir de l'Égypte. Qui est déjà revenu. Qui est déjà revenu, on va. Alors, vous savez que dans l'équipe, l'analyste vidéo n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir la vidéo d'un match. On a parlé on a vu Manchester United qui a amené au Camp Nou 8 analystes vidéo pour pouvoir étudier le jeu de l'adversaire. Quand on parle d'un staff technique d'une équipe, il faut tout. Quand on est en train de passer à la professionnalisation, il faut tout.
Ce n'est pas un seul analyste vidéo. Il faut une équipe. Il faut une équipe. Il faut vraiment une équipe. Tout le contraire chez nous au Bénin. Ça, c'est un. Mais pour pouvoir vraiment changer les choses, est-ce qu'on a une direction technique nationale? C'est la grosse problématique. Parce qu'il faut pouvoir détecter les joueurs. Oui, il faut une direction technique nationale. Et son rôle, c'est de pouvoir détecter les joueurs dans chaque commune. C'est ça. Alors, la direction technique nationale doit avoir des démembrements dans chaque commune, au moins dans chaque département. Et donc, la mise en place d'une identité de jeu permet à cette direction technique nationale de rester dans cette philosophie et d'aller chercher les joueurs qu'il faut. Aujourd'hui, vous avez des équipes comme le FC Barcelone qui viennent piocher des joueurs en Afrique, du côté du Nigeria, et en Europe, et même également du côté de l'Amérique. C'est parce qu'il y a ceux-là qu'on appelle les émissaires et qui sont là, qui suivent. Alors, comment est-ce que vous n'avez pas une identité de jeu, vous n'avez pas une direction technique nationale, vous ne mettez pas en place les structures qu'il faut, vous ne mettez pas en place, vous n'accompagnez pas les centres de formation. Et vous espérez avoir des résultats. Chaque année, quand il y aura des compétitions, on va chercher les joueurs comme on veut. On va jouer les compétitions, on sera chaque fois éliminé. Quand on va passer, on va prendre ça comme une performance. Et à la compétition proprement dite, on sera chaque fois éliminé. Le Maroc, qu'on élimine par hasard à la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, le Maroc a mis en place des structures de base. Et à ces structures de base, le centre Mohamed VI, aujourd'hui, les Achraf Hakimi, ils ne sont pas venus de nulle part. Et ce centre aujourd'hui, la preuve, c'est qu'en 2019, le Bénin n'est pas à la Coupe du Monde. Et voyez le parcours que le Maroc fait. Les mêmes joueurs que nous, on a affrontés en 2019, ils sont toujours là. Où sont passés nos joueurs? Absolument. Où sont passés nos joueurs? Mais bon, mettons les pieds dans la fourmilière. Non, Blaise a déjà assez mis les pieds dans la fourmilière. Et puis, je suis sûr que ça pique quand vous mettez les pieds dedans. Et j'espère que ça ne va pas le piquer. Mais malheureusement, acceptez que ça vous pique, puisque le triomphe du mal, c'est l'inaction des gens bien. Il a parlé de direction technique nationale. Je vais vous donner un exemple. Prenez l'Allemagne. L'Allemagne, dans les années 2000, avait beaucoup de difficultés à franchir le premier tour de la Coupe d'Europe ou bien de la Coupe du Monde. En 2004, ils ont eu un cinglant revers. Et il y a une réunion de vérité. Au niveau de la Fédération allemande de football, ils ont dit, on se donne du temps. On va mettre en place un processus. Le processus, c'est qu'en 10 ans, dans 10 ans, nous serons présents. Les 10 ans sont venus. L'Allemagne a été championne du monde en 2014. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire simplement que, en fait, nous sommes dans un pays où nous mettons en place des générations spontanées. Nous ne construisons pas, nous ne semons pas, mais nous voulons récolter. Quand vous voulez, je vous avais dit tout à l'heure que le sport en général, c'est de la science. Usain Bolt a atteint ce niveau, pas parce qu'il s'est réveillé un jour. Usain Bolt a certes le talent, mais ce talent était brut. Il a poli ce talent, il a travaillé, il a eu des gens autour de lui. Donc, le gars a atteint ce niveau. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir des athlètes. Regardez, et celle qui s'est déjà surnommée Guépard du Pandjari, je vais parler de Noli Yarigo. Noli Yarigo, dans sa catégorie, elle ne descendait pas du 2. Mais aujourd'hui, elle a travaillé, elle est descendue, elle a déjà fait le minimum, elle est qualifiée pour les JO 2024 de Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Noli Yarigo n'est pas restée seule. Elle a eu des gens quand même. Elle a participé à plusieurs meetings. Et puis, il y a un coach qui l'a travaillé. Elle a eu... Donc, ici, il parlait des groupes. Nous avons quoi? On n'a pas une direction technique nationale. C'est la direction technique nationale qui met en place une philosophie de jeu. Ce n'est pas fait. Nous voulons avoir quel résultat? Il parlait de l'analyse vidéo. Regardez ce que... On n'en a pas. Regardez ce que nous avons fait de Moussa Latoudji. Moussa Latoudji, il était d'abord Michel Dussier, il était seul. Moussa Latoudji était son adjoint. Est-ce que vous pensez que les clubs, les équipes nationales sérieuses ont un seul assistant, le sélectionneur un seul assistant? On a vu Thierry Henry être le coach des attaquants des Diables, de l'équipe des Diables ou de la Belgique. Vous imaginez? Et donc ça veut dire qu'il y a le coach des milieux de terrain et le coach des défenseurs. Le coach des gardiens. Vous voyez un peu. Donc nous n'avons rien de tout cela. C'est quoi l'environnement
de notre sport au Bénin? C'est quoi l'environnement de notre football si nous allons parler rien que du football? Donc, ne nous levons pas du jour au lendemain, ne rêvons pas un jour pour dire que oui, nous allons décrocher la lune. Pour finir, permettez-moi de finir. La fois dernière, on s'est qualifié la CAN Junior. Le Bénin est revenu de la CAN Junior. Les gens ne savent pas dans quelles conditions cette équipe s'est qualifiée. Les gens ne savent pas dans quelles conditions cette équipe s'est qualifiée. Elle était allée du côté de Niamey orpheline. Moi, j'ai vu, c'était toute honte vue. Normalement, ces autorités devaient quand même les accueillir. Parce que vous voyez un peu, la défaite, elle est orpheline. Les joueurs sont allés, le coach est allé là-bas. Ils étaient, je vous cache, tout le monde savait que ces joueurs-là allaient faire 3 matchs, 3 défaites et rentrer. Et donc, la surprise, c'était une surprise générale de voir cette équipe-là gagner un match, faire un match, gagner le Burkina Faso, qui est quand même une équipe très bien organisée et se qualifier pour la CAN. Vous vous imaginez? Donc je vous dis simplement que quand on ne se prépare pas à quelque chose, on ne peut pas se réveiller. Les gens se sont préparés pendant des années et vous allez aujourd'hui la preuve de la préparation, la preuve de la formation, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Aujourd'hui, vous avez une équipe du Sénégal qui a remporté la CAN, qui a remporté le CHAN et qui est en train de vouloir remporter la CAN Junior. Qui a remporté le beach-soccer. Le beach-soccer. Donc aujourd'hui, il faut se préparer. On devrait aller prendre exemple chez ces gens-là. Oui, mais malheureusement, on pense que c'est en mettant seulement en place les infrastructures sportives que c'est fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Alors, même avec ces infrastructures, toutes les communes n'ont pas la capacité de prendre en charge ces infrastructures. Parce que prendre en charge, je vois bien ces joyaux que le gouvernement a mis en place, mais je me demande ce que ça va être d'ici quelques années. Je pense qu'il y a des réflexions autour. Mais nous, on va finir sur ce plateau. Parce qu'on n'a plus de temps. On va finir sur la nomination du nouveau sélectionneur Guénot Rohr. Le secrétaire général adjoint. Vous avez 30 secondes. Le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngoubedi, avait dit en tant que lors d'une de ces sorties que le Bénin a besoin d'un entraîneur, d'un sélectionneur haut de gamme. Tiens, nous avons un sélectionneur haut de gamme. Il a pris par le Niger, par le Burkina, par le Gabon et dernièrement par le Nigeria. On sait, avec lui, ils ont été solidaires, ils ont été 3e d'une CAN avec le Nigeria. Nous avons un sélectionneur haut de gamme aujourd'hui. Est-ce que nous avons les structures de base, la main d'œuvre, le moyen humain haut de gamme? Non. Guénot Rohr va utiliser les mêmes joueurs, bas de gamme, qui évoluent en Ligue 2, en national, en D4, en Tchécoslovaquie. Mais il a eu affaire avec les Alessandro Iwobi, il a eu affaire avec les Moses, il a eu affaire avec le Napolitain. Vous voyez un tout petit peu. Quand vous êtes un sélectionneur et vous voyez, c'est vrai, vous allez vous dire que c'est un challenge. Mais je dis, le gros challenge d'abord pour lui, c'est ses sous. Il va les prendre et aller se faire. Mais il faudrait qu'on soit vraiment patient avec Guénot Rohr. Avec Michel Dussuyer, on a été tous vraiment désagréables. Moi-même y compris, à un moment donné, on a dit qu'il met 2 bus garés devant. Mais le gars, finalement, quand il est parti, qu'on a compris que le vieux, il avait quand même raison. Qu'il avait mis 2 bus garés, des bus en panne devant, et puis l'équipe ne bougeait pas, on a compris. Peut-être Guénot Rohr, il ne vient pas avec une baguette magique, non. Il va faire avec les mêmes joueurs. Avec Stéphane Sessignon peut-être, qui est fini déjà, avec Jodel Dossou, qui n'a plus une marge de progression, Cécile Dameda, qui est dans une panne descendante, et il va faire avec qui? Alors qu'on a déjà un handicap, lui-même il a rappelé, avec 0 point. Pour en 2 journées, je pense qu'il a, excusez-moi de le dire, il a la boulangerie sur la planche. La boulangerie. Blaise, je vous laisse conclure. Moi, je crois que, on amène. Le problème aussi, c'est pas de changer l'entraîneur, c'est de lui fixer peut-être comme objectif de nous mettre en place une bonne équipe sur le résultat. Ce n'est pas 2 ans, 5 ans. 10 ans même, parce que on a parlé tout à l'heure de l'Allemagne. Joachim Löw, il est resté là sur une longue période avant de gagner la Coupe du Monde. Et donc, il faut un entraîneur qui n'a pas connaître le continent, la réalité béninoise. Et avant d'avoir des joueurs, il faut qu'il sache que Guénot Rohr, que le Bénin, on n'a pas de joueurs. Il va certainement prendre conseil chez Michel Dussuyer et lui demander... il a déjà fait. Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il en est mettons les bus.
Et on va toujours utiliser les mêmes joueurs. Dans 3 ans, on reviendra dire la même chose après à la fin de ce contrat. Parce que malheureusement, on aime toujours dire les mêmes choses. Et pour chuter rapidement, je crois que si on veut évoluer, ce n'est pas seulement avec les U20 qui sont là actuellement, ni les U23, mais avec l'équipe cadette du Bénin. Avec ceux-là, on sait au moins que là, la tricherie par rapport à l'âge, elle n'est pas... il n'y a pas de tricherie parce qu'il y a l'IRM, par laquelle tous les joueurs passent. Et donc, normalement, c'est sur ceux-là qu'il faut miser pour les voir grandir, leur permettre de pouvoir grandir sur les U20, également la U23, et de pouvoir prendre ceux-là qui vont se détacher pour pouvoir jouer en sélection A. Et il ne faut pas tricher sur les âges surtout. On parle de la tricherie de l'âge parce que chez les juniors, on va pas, il faut toujours évoquer ça parce que chez les juniors, les Raza Komoto aussi, Abou Maïga, ils ont joué ils sont de la même génération que Lionel Messi. Di Maria, Sergio Aguero. Malheureusement, ils sont où aujourd'hui? Et c'est ça qui prouve qu'en Afrique, on aime beaucoup tricher. Et ça nous rattrape parce que 5 ans après, on a eu on n'est plus présent. Merci beaucoup pour ce décryptage. Un décryptage très zouleux sur ce plateau. Merci à vous, chers confrères. On installe tout de suite le dossier de la semaine. Le projet de la télévision numérique terrestre TNT est depuis quelques jours maintenant, notamment depuis le vendredi 17 février dernier, une réalité au Bénin. Cette technologie permettrait de bénéficier d'une meilleure qualité d'image et de son, d'un bouquet plus large de chaînes de télévision et d'une meilleure couverture nationale. Quels en sont véritablement les enjeux? On en parle juste après cet élément. La TNT, tant rêvée, étant attendu, est devenu une réalité. C'est désormais acté. Le Bénin passe officiellement de la diffusion analogique à la télévision numérique terrestre et accède ainsi à la révolution de l'univers technologique. Un changement qui intervient conformément à la recommandation de l'Union internationale des télécommunications, à l'instar de plusieurs autres pays. Au-delà de la technique de diffusion, cette évolution rime également avec des contenus plus attrayants. L'adoption du numérique pour les services de télévision terrestre comprend une meilleure qualité d'image et de son, la possibilité de création de nouvelles chaînes, notamment celles thématiques, la mise en œuvre de nouveaux services interactifs tels que le téléachat, le catch-up TV, la vidéo à la demande, etc. Pour réaliser cette mutation, le Bénin a retenu des normes et spécifications techniques qui tiennent compte du règlement de l'UEMOA, mais aussi de l'évolution de la technologie. Au total, 16 chaînes, dont 12 télévisions publiques et privées et 4 radios publiques, sont disponibles sur les kits de réception TNT déjà en vente auprès de distributeurs agréés. C'est un mini-décodeur qui tient dans la paume d'une main. On a la possibilité de voir toutes les informations sur le calendrier des émissions sur une semaine, sur un mois et environ. La transition vers la télévision numérique terrestre s'inscrit parmi les projets phares du programme d'action du gouvernement pour le secteur du numérique. Diverses actions stratégiques ont été mises en œuvre afin de concrétiser ce projet structurant sur l'ensemble du territoire national. Afin de faciliter l'accès de la population à la TNT, le gouvernement a opté pour 3 mesures sociales en ce qui concerne le bouquet de base. Tout d'abord, il a décidé d'exonérer des droits de douane et de la TVA sur les équipements de base nécessaires à la réception de la télévision numérique terrestre. Ensuite, il a fixé des prix plafonds pour la vente des équipements composant le kit de réception. Et la 3e mesure, c'est la décision de choisir le mode de diffusion free-to-air. Free-to-air, donc un signal non crypté, avec un bouquet de base accessible sans abonnement. Suite au lancement officiel, la prochaine étape est l'activation des sites selon un chronogramme qui prend en compte la distribution des kits de réception. Pour accéder à plus d'informations, un numéro court ainsi qu'un site internet ont été mis en place.
Et voilà qui nous plante donc dans le sujet, la TNT, ses enjeux dans l'espace audiovisuel béninois. Et pour en parler, on reçoit sur ce plateau Ghislain Founou, expert audiovisuel. Bonjour. Bonjour Edvarus. Merci d'être avec nous. Merci. À côté, Amandine Anyamboussou, installée comme d'habitude pour conduire cet entretien. Amandine, bonjour. Bonjour à vous, Edvarus Balogun, monsieur Ghislain Founou, bonjour. Quand on dit télévision numérique terrestre, que faut-il comprendre? Alors merci. Quand on dit télévision numérique terrestre, communément appelée TNT, pour comprendre cette technologie de façon basique, on va partir un peu à la genèse. Et il faut dire que c'est une évolution technologique qui a été décidée au cours des assises de l'UIT en 2006 et dont le lancement était prévu pour 2015. Donc pour tous les pays, donc c'est une décision et une mise en place souveraine où tous les États doivent appliquer cette norme et cette technologie dans chaque État. Maintenant, télévision numérique terrestre pour le téléspectateur. Si vous vous rappelez, dans le passé, nous avons des programmes à la maison. Je prends le cas du Bénin puisqu'on y est. On reçoit les télévisions à la maison par des antennes râteaux, donc les antennes Yagi professionnellement appelées, et qu'on installe. Et si vous vous rappelez, avec le mât, à l'époque, on avait 3-4 antennes râteaux sur le mât. Voilà, donc il y avait une antenne pour peut-être l'ORTB, une antenne pour capter Golf, une antenne pour capter Canal 3 ou autre chaîne de télévision. Donc autant de chaînes à capter en analogique, autant d'antennes à placer. Donc ce qui veut dire quoi? Chaque antenne représentait chaque chaîne. Donc en technique, chaque fréquence pour chaque chaîne. Donc une chaîne émettait sur une fréquence donnée. Donc pour recevoir à la maison, vous vous rappelez, il y avait des petits jeux qu'on se faisait avec quelqu'un reste derrière la fenêtre et il tourne l'antenne et dès que le signal est bon, il dit c'est bon. Oui. Et après quand on passe sur une autre chaîne, vous voyez, on perd un peu la qualité, il y a des petits grains, donc il faut encore tourner, on tourne un peu l'antenne et on dit c'est bon, voilà. Donc c'était un peu ça la technologie analogique en télédiffusion. Et vous voyez comment c'était embêtant de pouvoir capter une chaîne de télévision. Donc ils ont mis en place la norme numérique. Donc le passage à la TNT permet cette fois-ci d'avoir une seule fréquence de réception. Et derrière cette fréquence de réception, vous avez plusieurs programmes. C'est-à-dire, pour expliquer encore davantage, avant nous avons 4 fréquences pour 4 télévisions. Cette fois-ci, nous avons une seule fréquence pour plusieurs télévisions. Vous voyez un peu? Et cette technologie améliore la qualité du signal et aussi diminue les encombrements. Cela vous permet de pouvoir recevoir plusieurs chaînes à la fois et de qualité. Et le numérique, en termes mathématiques, c'est 0 ou 1. Quand on parle de numérique, c'est 0 ou 1. Donc, en termes mathématiques ou physiques, vous allez voir le signal analogique, un signal analogique, quand on module un signal analogique, il est de façon sinusoïdale. C'est-à-dire, il présente des courbes, il est variable, le signal analogique, alors que le signal numérique, c'est 0 ou 1. Donc, le signal numérique, soit il est là, soit il n'est pas là. Le signal analogique, il peut être là, et avec un peu de grain, un peu de défaillance, mais quand on dit numérique, soit il est là et puis il est net, ou il ne l'est pas. Ou il ne l'est pas. Donc c'est 0 ou 1. Et quels sont alors les changements que cela va induire dans l'espace audiovisuel béninois? Alors dans l'espace audiovisuel béninois, déjà, il faut faire un état des lieux de l'espace audiovisuel et comprendre qu'aujourd'hui, faire un bilan de combien de télédiffuseurs nous avons aujourd'hui sur le territoire et voir en quelque sorte quel est le changement que le déploiement de la TNT aujourd'hui au Bénin va apporter comme élément nouveau pour les téléspectateurs. Alors déjà, il faut dire que quand on fait un état des lieux, on sait qu'au Bénin, on n'a pas beaucoup de télédiffuseurs. Donc ça veut dire que la population est accrochée sur un seul ou deux télédiffuseurs. Et ils reçoivent encore le signal analogique qui n'était pas totalement éteint. Alors aujourd'hui, nous avons écouté tout à l'heure l'extrait. La télévision numérique apporte aujourd'hui 12 chaînes de télévision. Donc en plus, qui tient compte bien sûr des chaînes locales qui existent avec quelques petites chaînes étrangères qui viennent combler. Et là, ce n'est qu'un début de ce que la télévision numérique terrestre peut faire. Donc ça veut dire aujourd'hui que si vous avez l'habitude de payer
un montant mensuel auprès d'un télédiffuseur pour recevoir certains programmes. Et ces programmes-là sont contenus dans l'offre de la TNT. Aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure la ministre du Numérique, oui, je crois bien c'est la ministre du Numérique qui l'a dit, c'est une diffusion free-to-air. Ce qui veut dire que vous n'aviez pas besoin de payer un forfait pour avoir accès au programme. Vous acquérez votre décodeur. Voilà, le kit décodeur. Exactement, dès que vous avez le kit qui est composé du décodeur avec l'antenne, la petite antenne Yagi, vous avez ces programmes qui ont été cités dans votre maison sans rien débourser par mois. Donc c'est à vie, quoi. C'est à vie, évidemment. C'est à vie, évidemment. Et quand je dis à vie, forcément, ça dépend de la stratégie qui va rester derrière le déploiement de la TNT après, parce qu'il faudra la rentabiliser. Absolument. Dans d'autres chaînes, si le gouvernement décide d'ajouter d'autres chaînes à ce bouquet, ça va être des chaînes payantes peut-être. Mais pour l'instant, il y a un bouquet de base. Et le bouquet de base, il est gratuit. Et il offre déjà les chaînes d'information, les chaînes locales. Parce qu'il est constitué de 12 chaînes. Le bouquet de base, oui, puisque c'est le bouquet de base qui est lancé aujourd'hui. Et pour l'instant, à ce que je sache, il n'y a pas d'autres bouquets qui viennent tout de suite, qui vont s'ajouter à ce bouquet de base. Voilà. Et quels sont alors les enjeux liés à ce virage à la télévision numérique? Alors, comme enjeu, déjà, si je démarre par des enjeux économiques, il faut dire que en termes économiques, il n'y a vraiment pas d'enjeu du côté de l'État qui met en place la TNT, c'est-à-dire auprès de la société qui déploie et qui suit l'infrastructure de la TNT. C'est plutôt des dépenses de souveraineté. Donc la rentabilité n'est vraiment pas envisagée, ou en tout cas tout de suite là, avec les études, c'est pas évident. C'est l'État qui... C'est souverain parce que vous voyez un peu, on déploie des équipements sur tout le territoire national. Il faut maintenir ces équipements-là. Et ça, c'est à la charge de l'État et participatif pour les différentes chaînes de télévision qui contribuent pour ça, parce que ça permet de leur diffuser. Donc il faudrait qu'ils participent aussi au maintien de ces infrastructures. Et donc, c'est beaucoup économique pour l'État aussi, d'ailleurs. Donc, quand je dis l'État en tant que contributeur pour la TNT, c'est pas bénéfique, mais l'État rentabilise ailleurs, sur un autre côté, du moment où la décision du passage à la TNT a été prise par l'UIT. C'est-à-dire, vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de fréquence. Je disais que dans le passé, avec la technologie analogique, pour recevoir 4 chaînes de télévision à la maison, il fallait 4 antennes. Et derrière, c'est qu'il faut 4 fréquences. Aujourd'hui, on parle d'une libération de fréquences. Les fréquences sont libérées. Et quand les fréquences sont libérées, les régulateurs de chaque pays revendent ces fréquences-là aux GSM. Parce que les GSM grandissent aussi en technologie, leur réseau s'élargit et ils ont besoin de fréquences pour pouvoir non seulement élargir leur réseau, mais développer d'autres technologies comme la 5G et augmenter aussi les débits et autres. Et donc pour cela, ils ont besoin de fréquences supplémentaires. Et ça, allez-y. Ces fréquences libérées sont vendues aux GSM et aux opérateurs télécoms. Et quand on dit vendu, ce n'est pas de petits montants. Donc vous voyez, donc, ça c'est des enjeux économiques pour l'État aussi. Ça permet à l'État de rentabiliser. Et puis bon, peut-être ces montants-là peuvent servir aussi pour entretenir les équipements de la TNT. Tout dépend de la stratégie que l'État met derrière, de ce que l'État veut comme modèle économique. Alors, à l'heure actuelle, on sait que les kits sont subventionnés. Est-ce qu'on peut également rentabiliser en revendant ces kits-là? C'est vrai que l'État perdrait peut-être un peu de sa souveraineté, mais ce serait un moyen de rentabiliser également. Alors, puisque quand on va acheter chez d'autres, on achète le kit, et tout le matériel, on vient installer, même, on paie même pour l'installation. Bon, vous parlez en tant qu'État ou bien en tant qu'individu? En tant qu'individu. Ce ne serait pas bien pour l'État d'aller dans ce sens-là. Rentabiliser, donc c'est pas intéressant, c'est pas du tout intéressant. Donc l'État n'est même pas du tout dans ce schéma. Et puis il y a des individus qui sont des personnes morales, donc qui représentent des structures qui ont été désignés en tant que distributeurs agréés. Voilà, donc, est-ce que vous avez une idée du coût de ce qu'on peut débourser aujourd'hui pour avoir le kit? Alors, pour ce que j'ai vu, ces kits-là sont à 10 000 francs. Et donc, il y a, je crois, 3 distributeurs qui sont agréés pour ça. Donc, si je veux avoir le kit TNT chez moi,
C'est 10 000 francs, je dois débourser. 10 000 francs pour débourser 10 000. Vous avez le kit avec composé bien sûr de l'antenne et vous pouvez l'installer facilement. C'est pas cher et c'est à vie. Voilà, c'est à vie. Maintenant, si vous avez aussi la chance d'avoir un poste téléviseur qui intègre directement un décodeur TNT, et là, vous n'avez plus besoin de ce kit-là. Voilà. Donc, est-ce qu'il faudra changer nos postes téléviseurs à la maison ou bien on n'en a vraiment pas besoin? Alors, c'est pour éviter de changer le poste téléviseur que le décodeur est mis en place. Voilà. Donc, si vous avez un poste téléviseur qui ne répond pas aux normes, donc vous avez le décodeur qui vient et faciliter la réception de la TNT sur votre poste téléviseur. Parce que aujourd'hui, quand on parle de TNT, les populations s'embrouillent un peu. Est-ce qu'il ne faudrait pas organiser des séances de sensibilisation un peu partout sur le territoire national? Pour ce que j'ai pu comprendre, et je ne pourrais pas trop aller dans les détails sur ça, mais je pense quand même que le ministère du numérique et de la digitalisation œuvre pour ça et a mis en place une bonne stratégie pour pouvoir communiquer. Donc, lancer aussi une campagne de communication et aller vers les populations pour pouvoir leur faire comprendre un peu l'utilisation, c'est quoi la TNT. Il y a une bonne stratégie quand même qui est mise en place pour intégrer auprès de nos populations cette nouvelle technologie. Et parlons de la télévision numérique terrestre. Quels sont alors les avantages pour les chaînes de télévision nationales? Alors, avantages pour chaînes de télévision nationales ou chaînes de télévision de façon générale? National. Oui. National, c'est un peu spécifique parce que pour ce qu'on sait d'habitude en termes de télévision nationale, les télévisions nationales ont un peu de difficultés en termes de subventions pour pouvoir faire des productions. Alors, l'avantage, c'est déjà de militer, d'accord, pour pouvoir renchérir vos offres de production. Pour pouvoir obtenir plus de subventions. Parce que aujourd'hui, en tant que chaîne nationale, vous avez déjà l'avantage d'être vu un peu partout sur le territoire national. Avant la TNT, c'était un avantage pour vous. Mais aujourd'hui, avec la TNT, il faut dire, en termes d'avantages, tout de suite, il y a beaucoup plus d'inconvénients ou de challenges, je dirais. Je n'ai pas envie de dire d'inconvénients, mais je parle de plus de challenges. Oui, c'est de gros challenges pour les chaînes de télévision nationales, parce qu'aujourd'hui, vous êtes au même niveau que les chaînes privées. Avant, vous aviez le monopole, parce que vous étiez reçu sur tout le territoire national. On parlait pour le cas de l'ORTB, et par exemple, on parlait de couverture intégrale, et l'ORTB avait ce privilège-là d'être reçu partout. Et ça nous permettait aussi de facturer les offres, ça permettait à l'ORTB de facturer les offres commerciales, et par rapport à ça, parce que quand tu sais que tu as une couverture un peu plus large, tu factures. La cagnotte. Exactement. Mais aujourd'hui, cette concurrence-là, nous sommes au même pied aujourd'hui, tout le monde est au même pied. Et il va falloir changer de fusil d'épaule. Ça veut dire que nous avons les mêmes armes aujourd'hui, nous avons les mêmes médias, les mêmes opportunités. Il va falloir que vous puissiez apporter un plus à ce que vous faites d'habitude. C'est-à-dire, c'est le programme. Voilà, diversifier vos offres de programme, que ce soit sur la chaîne BB24, qui est une chaîne de développement de l'économie, que ce soit sur l'ORTB. Donc, ces deux chaînes qui sont nationales doivent revoir leur stratégie et éditoriale pour offrir aux populations des programmes beaucoup plus attrayants. Et s'il le faut, faire des monitorings pour tricher un peu les autres qui sont dans le même bouquet que vous. Absolument. Pour voir, bon, qu'est-ce qu'ils font de plus que nous. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on améliore le contenu pour accrocher le téléspectateur. Parce qu'avant même la TNT, aujourd'hui, on était déjà à l'heure du zapping. Donc le zapping aujourd'hui va s'augmenter davantage. Absolument. Voilà. Et quand on parle de TNT, on parle également de diffuseurs et d'éditeurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Alors, la TNT, effectivement, on parle de diffuseurs et d'éditeurs. Oui. C'est qui l'éditeur, c'est qui le diffuseur? Je prends l'exemple de l'ORTB, comme je l'ai pris tout à l'heure. L'ORTB était, avant la TNT, diffuseur et éditeur. C'est-à-dire, l'éditeur, c'est celui qui produit le contenu. Donc, son activité, ses responsabilités s'arrêtent là. Il produit le contenu jusqu'à sa régie finale. Ce que j'appelle régie finale, c'est ce qu'entre-temps, on appelait régie de diffusion. Donc, il produit le contenu jusque-là.
Alors, il ne s'occupe pas de sa diffusion, de la manière dont ça diffuse sur le territoire ou en dehors du territoire. Ouais. Donc, dès qu'il finit de produire, il donne le signal, il met le signal produit à la disposition du diffuseur. Okay. Donc, le diffuseur a la responsabilité de faire rayonner son signal sur le territoire national. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on parle de diffuseur. Et aujourd'hui, celui qui s'occupe de la diffusion aujourd'hui au Bénin, c'est la Société béninoise d'infrastructures de radiodiffusion, ce qu'on appelle la SBIR. Ouais. Donc la SBIR est responsable de la diffusion de tous les programmes de chaînes nationales au Bénin aujourd'hui, donc les 12 chaînes et les 4 radios qui sont dans le bouquet. Et l'ORTB devient éditeur comme BB24, comme Canal 3 et toutes les chaînes, DNTV et autres. Tout le monde devient éditeur de programmes. Donc il va falloir améliorer nos programmes si on veut gagner ce défi de la télévision numérique terrestre. Exactement, c'est très important, c'est la guerre des programmes, parce que sans programme aujourd'hui, si vous répétez la même chose, on va vous appeler. Et quand il arrive que l'éditeur n'arrive pas à mettre à disposition ce qu'il a édité, le diffuseur fait comment? Le signal coupe ou bien... Alors, il y a un contrat bien clair qui est mis en place entre l'éditeur et le diffuseur. Et les responsabilités sont vraiment situées. Oui, donc, et en termes de mise à disposition, il y a des clauses qui définissent la disponibilité du signal ou non. Ouais. Quand ce n'est pas disponible, quelles sont les responsabilités de chacun et tout. Tout est bien listé dans les contrats qui lient ces deux structures. Merci beaucoup à vous, monsieur Ghislain Foulou. Merci, Amandine. Merci. Merci d'être passé sur ce plateau, Amandine. Merci pour avoir conduit cet entretien. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj, également sur la page Facebook de Bénin Business 24, la page Facebook de l'émission Week Echo et bien entendu, vous nous retrouverez également sur la TNT. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.